Sur cette toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de ce livre qui s'appelle La Roue païenne et qui soulève beaucoup de questions, en tout cas personnellement qui a soulevé beaucoup de questions auxquelles je pense avoir quelques réponses, mais j'ai trouvé cet ouvrage rempli d'incohérences. Je vais vous en parler. Sachez, petit disclaimer, que c'est en aucun cas contre la créatrice de ce livre, qui est Sophia Pastor. Je pense que c'est plus en fait un problème actuel que l'on rencontre de plus en plus dans le milieu ésotérique, qui est l'inexactitude des informations. D'autant plus que l'ésotérisme est un milieu, est un petit cosme très complexe, puisqu'il est souvent difficile de prouver scientifiquement par des sources, etc., ce qui est avancé. Je pense notamment en termes de médiumnité, où beaucoup d'expériences sont faites sous contrôle d'huissier, etc., et il est quasiment impossible de démontrer que la médiumnité est quelque chose de réel et de tangible. Mais lorsque l'on peut avoir des sources, qu'elles soient scientifiques ou historiques, je pense qu'il est nécessaire d'en prendre conscience, d'en prendre connaissance et de ne pas écrire des ouvrages qui soient erronés. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Deuxième disclaimer, alors, premier, ça n'a rien à voir contre Sophia Pastor, ce n'est pas contre elle, mais son livre est un bon exemple de tout ce que je vais évoquer par la suite. Et deuxième disclaimer, c'est que cet ouvrage, je l'ai reçu gratuitement de la part de la maison d'édition de Sophia Pastor. C'est un ouvrage que j'avais choisi parce que je le pensais qualitatif. Il l'est d'une certaine manière, mais on verra ça après. Mais tout ce que je vais vous dire ici en vidéo, c'est quelque chose que j'ai rapporté à la maison d'édition. La maison d'édition est au courant de ce que je pense de cet ouvrage. Voilà, parce que je me dois d'être transparent avec eux. Ils me font le cadeau et le plaisir de m'envoyer des ouvrages gracieusement pour que je puisse avoir aussi du contenu sur mes réseaux sociaux et vous présenter des outils. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je vais encenser tout ce que je vais avoir entre les mains et que quand il y a des choses qui ne vont pas, je vais le garder pour moi. Non, bien au contraire, je leur en fais part et ce n'est pas la première fois parce que je trouve que c'est nécessaire pour que tout le monde avance dans le bon sens. Et vous savez que quelque part, je suis un peu militante, on va dire, dans le milieu ésotérique contre certaines dérives, certaines choses qui peuvent être dites et faites. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite, bien au contraire. Il y a des choses qui, je pense, doivent être, quand elles doivent être dites, bah il faut le faire, quoi. Donc bref. Donc comme je disais, j'ai reçu, ça fait déjà quelques semaines, cet ouvrage qui s'appelle La Roue païenne, que j'avais donc choisi. La maison d'édition m'envoie une petite plaquette mail où ils me sont présentés les ouvrages du milieu ésotérique qui vont sortir dans les prochains jours, prochaines semaines, et je peux choisir parmi ceux-là ceux que je désire recevoir. Lorsque c'est possible, qu'il reste des ouvrages et que je ne m'y prends pas à la dernière minute, j'arrive à recevoir globalement ce qui m'intéresse. Et ce livre m'intéressait pas mal, parce qu'en fait, Sophia Pastor, je la connais déjà, parce qu'elle a fait un oracle qui s'appelle l'oracle astrologique et qui est une véritable pépite. C'est un petit bijou, les cartes sont sublimes, c'est un oracle qui est vraiment très chouette. Il fait partie des coffrets collection qui sont là derrière moi, que j'adore, dans lequel il y a l'oracle G, le Béline, qu'est-ce qu'il y a aussi, l'oracle des lumières, les fractales, les saints protecteurs que j'adore, le tarot Minkiat et que j'ai reçu récemment et qui est une pépitasse. Bref, donc voilà, j'aime beaucoup cet oracle. Donc quand j'ai vu son nom pour un livre, je me suis dit, banco, on y va, je sais que ça va me plaire et que ça va plaire à ma communauté quand je représenterai. Sauf qu'en fait, pas du tout, j'ai très vite déchanté dès la page 11, pour vous dire. Donc on va voir tout ça ensemble. Là où je suis très contente et que je trouve que c'est vraiment une pépite, c'est sur son design, sur son apparence. C'est un très beau livre. Très grand, enfin assez grand, plutôt costaud, lourd, donc qualitatif, il y a du contenu à l'intérieur. La couverture est très belle, c'est une couverture rigide, capitonnée, enfin je m'y connais pas en couverture, donc voilà, mais c'est une très belle couverture, épaisse, etc. Il y a cette espèce de flocage à chaud, je sais pas comment ça s'appelle, estampillage, bref, qui donne cet aspect miroir et brillant au livre. À l'intérieur, on va se rendre compte qu'il y a également des cartes. Alors ce ne sont pas des cartes oracle à proprement parler, dans le sens où on ne peut pas tirer divinatoirement parlant avec ces cartes, mais ça va plutôt être des cartes de support pour les rituels qui nous sont proposés. Et du coup, quand on ouvre en fait la dernière page, on va se retrouver avec une pochette comme ça transparente dans laquelle il y avait donc ces cartes oracles qui sont divisées en deux familles. On va avoir les cartes oracles avec
les sabbats et les esbats, et on va avoir des cartes oracles avec des personnages un peu mystiques, voilà, comme le roi Ou, le roi Chêne, Hélios qui est le roi du vent, etc. Enfin, ou du soleil peut-être, bref, je ne sais pas, mais Hélios, logiquement, c'est le roi du vent. Bref, voilà, donc c'est des cartes pas pour faire des tirages, mais plutôt, comme je disais, il y a des rituels à l'intérieur, et chaque carte va pouvoir être utilisée en fonction du rituel, de la saison, etc. Et donc, Sophia Pastor, dans ce livre, va nous expliquer ce que sont les sabbats et les esbats. Donc, globalement, en fait, ce sont les fêtes issues des différents solstices tout au long de l'année, et quels sont les rituels qu'on peut y associer, etc. Et au départ du livre, elle va commencer à nous donner certaines informations qui sont censées nous être utiles pour la suite. Et c'est là que, très rapidement, comme je disais, dès la page 11, j'ai commencé à avoir des couacs qui me gênent énormément, en fait. Donc, on va essayer de voir tout ça ensemble. Donc, le livre est très très beau, hein, franchement, vraiment, petite pépite. C'est dommage que pas mal de choses qui soient fausses ou erronées et qui font que, en fait... Après, moi, personnellement, je sais que j'ai pas envie de m'intéresser à la suite du livre parce que je me dis, en fait, si dès le départ, il a raconté des bêtises sur des choses que je sais pertinemment être fausses, je me dis, s'il y a des sujets qui sont abordés que je ne connais pas, quelle peut être la crédibilité que je dois porter à ce qui est écrit à l'intérieur, parce que ça va me demander obligatoirement de faire des recherches, je ne vais pas pouvoir croire ce qui est marqué, parce que déjà, les choses qui sont pour moi des classiques et des basiques, ne sont déjà pas respectés, vous voyez. Donc c'est comme si tu apprenais une nouvelle langue et que dès le départ tu vas apprendre les mots de politesse, bonjour, merci, au revoir, et qu'en fait ton interlocuteur en face te dit t'inquiète, moi je parle bien la langue, je vais t'apprendre les mots, et qu'il t'apprend que des gros mots, et du coup bah toi le jour où tu vas vouloir parler la langue et que tu vas vouloir avoir tes premiers mots de politesse en arrivant dans le pays, bah tu vas sortir que des gros mots parce que t'as cru avec toute ta bonne foi, en fait, que celui qui allait t'apprendre, ben lui savait aussi et allait te dire les bons termes. Voilà. Donc c'est un peu à ça que ça me fait penser, en fait. Donc si c'est pour après ne dire que des conneries, hein, pour parler clairement, c'est pas la peine. Donc après, quand il y a des sujets que je ne connais pas, je me demande est-ce que je peux croire ce qui est noté, quoi. Donc, et j'ai pas forcément le temps de faire des recherches sur tout. Donc, bref. On arrive, dès le départ, page 11, à quelque chose qui m'a un peu, voire beaucoup gêné. Je vais vous expliquer pourquoi. Et certains vont comprendre tout de suite. C'est dès l'introduction, donc voilà, je vous mens pas, introduction, page 11. On a la cérémonie rituelique et on nous dit déjà, en effet, une célébration spirituelle ne peut se contenter d'une simple bougie et d'une prière sans motivation et sans âme. Ça déjà, c'est faux. Un rituel peut totalement se contenter simplement d'une bougie et d'une prière. Maintenant, si c'est sans âme, ça veut dire que c'est fait sans conviction. Donc, effectivement, là, en l'occurrence, ça ne sert à rien. Faire une célébration avec simplement une bougie et une prière, c'est totalement possible. Mais ça, c'est pas ça qui m'a agacée. Donc, on nous dit... il faut ressentir l'appel des énergies saisonnières, vibrer à l'unisson, blablabla, blablabla. Il est important de se montrer cohérent dans sa démarche et d'accorder ses violons au rythme de mère nature. Attention. L'alimentation ainsi qu'une consommation raisonnable tient également une place importante dans le culte païen. Chaque denrée vibre une énergie spécifique, blablabla, blablabla. Pour cela, les forêts et les campagnes sont une ressource incroyable, mais pour qu'elles demeurent, il faut se servir avec respect et parcimonie. Tu devras également t'adonner à une préparation spirituelle et énergétique dont voici quelques conseils et suggestions. Donc on aura compris que pour faire un rituel, il faut utiliser Mère Nature, la respecter, accorder ses violons, être cohérent dans sa démarche, ça c'est ce qui est marqué, être cohérent dans sa démarche, et se servir avec parcimonie et respect. Jusque-là, ok, ça c'est super, et je suis totalement d'accord avec ça. Donc je me dis, génial, dès les premières pages, on vient vibrer avec moi parce que c'est totalement quelque chose qui me parle, de se servir avec parcimonie dans la nature. C'est des choses que personnellement j'inculque à mes enfants et que j'essaie de vibrer également, donc je suis super contente. On est page 11, on est dans ce paragraphe-ci, on tourne la page, page 12, juste ici, on a une purification du visible et de l'invisible. La recette du bain purificateur. Et là, en premier ingrédient, on nous dit 2 cuillères à soupe de sel rose d'Himalaya. Alors là, je me dis, c'est pas possible, c'est une blague.
J'ai relu plusieurs fois, je me suis dit c'est une blague. Et ensuite, on nous parle de cyprès, de jus de citron, de laurier et d'huile d'olive. Vous savez très certainement que le citron, par exemple, ça vient vraiment du sud. Alors, je parle pas de l'Espagne, je parle vraiment du sud de la France. Par exemple, il y a une ville dans le sud très proche de l'Italie qui s'appelle Menton, où on fait la fête du citron et de l'orange. Donc, on a des agrumiers en France. L'huile d'olive, c'est typiquement du sud également. Tout ce qui va être le sud, Aix-en-Provence, enfin la Provence, quoi. Où on a des oliviers, d'accord? Donc on est vraiment dans le sud, on est dans la France, donc c'est super cool. Le cyprès, on peut en trouver aussi dans les régions méditerranéennes, voilà. Le laurier, on va en trouver un peu partout sur le territoire. Mais le sel rose d'Himalaya, qu'est-ce qui vient foutre ici? Le sel rose d'Himalaya, ça ne se ramasse pas à Biarritz, ni à Montpellier. Ça se ramasse au Pakistan, sur la montagne Himalaya. Donc, si on doit être respectueux avec Mère Nature, qu'on doit consommer localement, etc., avec parcimonie et compagnie, qu'est-ce que vient foutre en tout premier ingrédient le sel rose d'Himalaya? Je me pose vraiment la question. Sans sarcasme, réellement. Pourquoi ça? Sachant que quand on sait que l'huile d'olive, on en trouve dans le sud de la France, que les citrons, les agrumes, on les trouve aussi dans le sud de la France, pourquoi on ne nous dit pas d'utiliser aussi dans le sud de la France du sel de Camargue, par exemple? Mais sinon, on peut aussi prendre du sel de Guérande qui vient de Bretagne. La France, on a la chance d'être entouré de magnifiques montagnes, mais aussi de la mer Méditerranée et de l'océan Pacifique. Non mais n'importe quoi. De l'océan Atlantique. Et on a aussi la mer, je sais pas quoi là-haut, du côté de la Bretagne, la mer du Nord. Donc je veux dire, on a quand même suffisamment de côtes pour avoir des salins, et on a du sel français, que ce soit dans le sud ou dans le nord de la France. On a, et quand je dis le nord, merci, c'est pas le nord département Nord-Pas-de-Calais, c'est le nord, la Bretagne, c'est plus le nord que Toulouse, quoi, on est d'accord. Donc voilà, donc je ne comprends pas pourquoi on vient de nous parler de nature, de respect, de tout le tralala, en nous parlant de sel rose d'Himalaya qui vient du Pakistan, d'autant plus quand on sait que le sel rose d'Himalaya, c'est pas des mecs qui sont bien payés et qui ramassent ça de façon respectueuse, etc. C'est pour achalander un marché mondial. Pour ça, ce sont des mines qui sont faites dans certains endroits à coups de dynamite. Donc on vient dynamiter la montagne pour venir chercher des gros blocs de sel. Et tout ce qui va être les sels, les blocs plus petits, etc., ça va être cassé à la main par des Pakistanais qui n'ont pas de pays. Je vous l'ai déjà dit plein de fois si vous me suivez sur cette chaîne. C'est-à-dire ce sont des Pakistanais qui n'ont pas de casque, bien souvent, qui n'ont pas de chaussures de sécurité, qui n'ont pas de gants, qui n'ont pas de tenue étanche. Le sel, ça brûle. Le sel, ça brûle les pieds, ça brûle les mains, ça brûle la peau. Au Pakistan, il y a du soleil. Le sel, la lumière vient réverbérer sur le sel. Ces gens-là ne vivent pas que dans les mines, hein. Ils sont aussi à l'extérieur, il faut les extraire et tout ça. Donc ce sont des gens qui sont brûlés par le soleil, par le sel en lui-même, qui n'ont pas d'assurance santé. Cherchez sur Google, tapez sel rose d'Himalaya accident mine, vous trouverez des articles assez récents qui ont moins de 5 ans, ou allez on va dire moins de 10 ans, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, où il y a des centaines de personnes qui sont mortes dans des mines parce qu'il y a eu des éboulements. Je veux dire, en France en plus, ce que je trouve quand même extraordinaire, c'est qu'on a des mines de charbon dans le nord de la France, mais aussi dans le sud. Moi, mon arrière-grand-père qui m'a élevé, c'était un mineur dans le sud, du côté d'Alès, pour ceux qui connaissent un petit peu. Il y avait des mines. Il a aussi travaillé dans l'Hérault. Il a vécu un éboulement le jour de la naissance de ma mère, donc le jour de la naissance de sa première petite fille. Il a eu un éboulement. Des rochers lui sont tombés dessus, il a été gravement blessé, etc. Il a vécu ça. Donc en plus, on a une mémoire, on sait ce que c'est les mineurs, on connaît la silicose qui est induite par le fait d'avoir respiré beaucoup de charbon, qui est une maladie qui était très grave. Mon arrière-grand-père, en était atteint. Genre, on connaît tout ça. Et nous, pour nos petits rituels païens d'Européens un peu auto-centrés, on va aller chercher du sel qui vient d'un autre pays, où les mecs n'ont aucun équipement, où les mecs sont mal payés, où les mecs risquent leur vie, où les mecs risquent de choper des cancers de la peau, d'avoir les doigts brûlés, les pieds brûlés par tout ça, pour nos petits rituels. Quelle est la cohérence là-dedans? Aucune.
Aucune. Quelle est la cohérence avec dire il faut respecter la nature quand tu sais que le sel rose d'Himalaya, il est ramassé parfois à coups de dynamite? Il n'y a pas de cohérence. Donc je ne comprends pas comment on peut écrire un livre avec une énormité comme ça. Page 11, on nous fait tout un blabla, mais qui est très justifié sur le respect de la nature, et page 12, on nous dit d'aller utiliser du sel rose d'Himalaya, alors qu'on est en France, et qu'ici, il y a des salins, où il y a des producteurs de sel français qui peuvent nous fournir avec un sel qui est plus éthique, qui est récolté par des mecs qui sont payés au minimum sociaux. Je veux dire, donc, pourquoi? Et ça, vraiment, c'est un truc, je pourrais en parler des heures, tellement que ça m'agace. Première chose qui m'a vraiment énervée dès le départ, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est mal barré. Et effectivement, c'est mal barré. On nous parle de bougies noires, bougies blanches, bougies vertes, etc., etc. Pareil, si on veut vraiment être dans cette rupture avec le mercantilisme et qu'on veut rester dans quelque chose de simple et de neutre, les anciens, premièrement, ne brûlez pas de bougies, ou très rarement, ça coûtait très cher. La bougie, souvent c'était des bougies en suif, c'était de la graisse en fait, qui était amalgamée pour faire une espèce de chandelle de gras. Mais les bougies coûtaient très cher, et à l'époque du paganisme, il y avait très certainement pas vraiment de bougies à proprement parler d'ailleurs. Les bougies vertes, ça n'existait pas. Et souvent, les bougies de couleur sont faites de paraffine, ne sont pas faites de produits naturels. Donc à la limite, si tu veux rester dans quelque chose de cohérent, tu n'as même pas besoin de bougies de couleur pour ta pratique. Des bougies blanches ou des bougies en cire d'abeille, qui sont plus abordables à notre époque que ce qu'elles pouvaient l'être à l'époque du paganisme, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de tout ce qui est coloré. Mais ça c'est ma pratique personnelle, et c'est ma façon de voir les choses. Bien que par exemple je coule moi-même des bougies de couleur, mais c'est de la cire végétale, et voilà, aujourd'hui c'est des techniques qu'on a mises en place, mais si tu achètes des bougies colorées dans le marché, globalement c'est pas de la cire naturelle, voilà, donc bref, bon, ça c'est encore autre chose, mais ça peut faire partie des petits trucs qui peuvent faire tilter certaines personnes. Ensuite, on vient nous parler, encore une fois, on nous parle de sel d'Himalaya, etc. Et puis là, repompon sur la Garonne, comme j'ai envie de dire, on nous parle, page 19, entretenir les pierres précieuses et semi-précieuses. Alors, beaucoup ne comprendront pas mon coup de gueule sur le coup, mais je vais vous expliquer. Déjà, les pierres précieuses, si tu peux te permettre de faire des rituels sabbatiques avec des pierres précieuses, franchement, psartek. Ça veut dire que tu gagnes très bien ta vie. Les pierres précieuses, il y en a que 3. C'est le diamant, le rubis et l'émeraude, si je ne dis pas de bêtises. C'est tout. C'est tout. Il y en a que 3. Il y en a pas... Il y a 3 pierres précieuses. Les pierres semi-précieuses, ça n'existe pas. C'est un terme qui est interdit, je répète, c'est un terme qui est interdit depuis plus de 22 ans. Là, cette année 2025, ça fera 23 ans qu'il est interdit par décret. Ça n'existe pas. C'est justement fait pour protéger les gens. Il existe 3 pierres précieuses. Le reste, ce sont des pierres fines. Dedans, dans ces pierres fines, on va avoir l'améthyste, la cornaline. En fait, globalement, toutes les pierres cristallisées. Globalement, pour faire un petit raccourci. Toutes les pierres qui ne sont pas les 3 pierres précieuses. Ça n'existe pas, pierre semi-précieuse. Ça fait 23 ans que ce terme est interdit. Quand vous voyez sur une boutique de lithothérapie, dans un site en ligne, sur une boutique ayant pignon sur rue, etc., qui a marqué semi-précieux, barrez-vous. Barrez-vous. Ça veut dire qu'en fait, la personne, elle peut vous faire avaler des couleurs, elle peut vous dire ce qu'elle veut, que visiblement, elle n'est même pas au courant de la loi. Donc, à partir de ce postulat-là, soit elle n'est pas au fait de la législation, ni du coup, certainement, ça laisse présager qu'elle n'est pas non plus au fait de la réalité de la lithothérapie, c'est-à-dire la composition des minéraux, comment vraiment les reconnaître, comment savoir s'ils sont vrais ou faux, savoir leur provenance, savoir leur qualité, s'ils ont été récoltés éthiquement, etc., etc. Si déjà au départ c'est biaisé avec un terme qui n'est plus autorisé sur le marché, comment avoir confiance pour la suite ? Déjà, moi je me pose vraiment cette question. Pour moi, c'est très important. Si tu ne sais pas ça en étant dans la lithothérapie ou dans la vente de minéraux et de bijoux, c'est qu'il y a un problème. Comment on peut encore aujourd'hui, en 2024, ce livre est sorti en 2024,
utiliser le terme pierre semi-précieuse alors qu'il est interdit. Et ça, je l'ai dit à la maison d'édition que ça, c'était un problème déjà certainement de l'écrivaine en l'occurrence, qui n'est pas au fait de ça, mais c'est encore plus un problème de la maison d'édition qui, lors des relectures, etc., devrait en fait faire vérifier ce genre de choses parce que c'est légalement pas autorisé, ça n'existe pas le terme pierre semi-précieuse. Il y a une raison à ça. C'est un décret, c'est interdit parce que ça crée des problématiques, des incompréhensions, etc. Donc il y a une loi, il faut l'appliquer. Ça paraît bête, mais c'est hyper important. Page 19, on arrive encore avec cette problématique-là que je trouve insupportable dans les livres actuels. Ça fait encore véhiculer des choses fausses. Et encore, bien sûr, là on nous parle pour les pierres de l'eau salée, faire tremper les pierres dans de l'eau avec du gros sel de cuisine ou du sel rose de l'Himalaya. Donc le sel de cuisine, non, parce que le sel de cuisine style sel la baleine, c'est pas vraiment du sel naturel. Et du sel rose Himalaya, non, on a déjà expliqué pourquoi. Et non, on ne trempe pas ces pierres dans de l'eau salée. Si par exemple je prends de la sélénite, de la pyrite, de la magnétite, que je prends bref, il en existe plein, de la rhodonite, la rhodochrosite. Si je les prends et que je les mets dans de l'eau, et encore pire de l'eau salée, je les fracasse, je les abîme. Ça les fait ou fondre, ou ça les corrode énormément. On ne met pas ces pierres-là dans l'eau. Donc on ne peut pas utiliser des termes qui sont faux, et en plus, véhiculer des idées comme quoi les pierres se nettoient dans l'eau. C'est faux. Certaines pierres, on peut les passer sous l'eau, mais c'est pareil, les passer sous l'eau ne permettra pas d'enlever toutes les énergies. Il va falloir les laisser tremper dans de l'eau courante. Mais le mieux, en fait, c'est de poser ces pierres sur du sel. On va prendre un bol, on va mettre du sel naturel, de Guérande, etc., du gros sel. On va poser un linge dessus et on va pouvoir poser nos pierres, toutes nos pierres, sur ce linge. Et là, on va pouvoir purifier nos pierres durant plusieurs heures. Parce que il faut bien comprendre que si le sel, qui est l'absorbateur énergétique le plus puissant, a besoin de plusieurs heures pour absorber l'énergie de petites pierres, c'est pas en le passant sous un filet d'eau du robinet rempli de javel qu'on va pouvoir purifier ces pierres. Donc c'est tout un truc qui est véhiculé, qui est pas bon, qui est pas ok. Et en fait, c'est là que je vois que c'est souvent du contenu qui est ressucé, de trucs qui sont partagés sur les réseaux sociaux. Il suffit que tu dises une connerie sur les réseaux ou dans un bouquin et qu'il y ait une grande audience, et que dans cette audience, il y a des gens qui repartagent ça pour qu'en fait ça se véhicule, ça se propage à une échelle telle que ça devient la norme, et que en fait ce soit cru par tout le monde. Et dès que tu vas à contre-courant de ça, eh ben t'es taxé de je ne sais pas quoi, mais c'est exactement le même problème que pour la sauge, qui pour moi, je continue de le dire et de le répéter, ne purifie pas les énergies comme on peut l'imaginer. Et c'est un mauvais vecteur que de dire partout sur les réseaux sociaux que ça purifie, parce que ce n'est pas le cas. Mais bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. Et ensuite, la page 21, on va nous parler des runes. Et alors là, pour moi, ça a été le coup de grâce. Hein. Vraiment, je suis désolée, mais alors là, vraiment, c'est un truc qui m'énerve. Mais alors, pareil, au plus haut point. En fait, il y a tout qui m'énerve, on est d'accord, il y a tout qui m'énerve. Mais je vous jure, parce que je trouve ça tellement dommage de véhiculer des idées aussi fausses. Ce que je trouve intéressant et que je ne peux pas lui enlever, ça c'est vrai, c'est que il y a la représentation de chaque rune, pour laquelle elle va donner le numéro, et elle va donner le nom de la rune, avec entre parenthèses, et ça c'est intéressant, d'autres appellations de cette même rune. Ça c'est plutôt cool, parce que c'est vrai que les runes ont plusieurs appellations, plusieurs variantes, etc. Donc ça, c'est intéressant de l'avoir rappelé. On va avoir le nom, on va dire, plus européen. Si par exemple on prend Berkanan ici, que elle appelle Berkano, mais moi j'appelle ça Berkanan. Elle le note d'ailleurs que c'est un des autres noms. Elle va le symboliser par la mer. C'est un peu réducteur, mais ça représente l'idée générale. Par contre, ce qui m'a un peu agacé, c'est que on va avoir la symbolique à l'endroit et la symbolique à l'envers. Et en fait, à l'endroit, c'est toujours positif. Et à l'envers, c'est toujours négatif. Sauf que c'est pas comme ça, les runes. Les runes, en fait, certaines vont avoir un sens positif à l'endroit, là où d'autres vont avoir un sens négatif à l'endroit aussi. Parce que elles ont une connotation de base qui est plus négative. Et ça veut pas dire que c'est pas ok, ça veut juste dire qu'il y a du bon et du moins bon dans les runes. Et justement, bien souvent, ces runes négatives, entre guillemets, lorsqu'elles sont à l'envers ou retournées, eh ben, elles vont avoir une connotation pour certaines encore plus négative, voire positive. Donc voilà, c'est
c'est un peu plus complexe que ce qui est noté là. Mais ça encore, à la limite, c'est pas très grave. Elle nous parle pas, bien sûr, des Aètes, puisque les runes sont divisées en 3 grandes familles qui sont des Aètes. Et bref, bon, ça après, c'est encore autre chose, mais c'est parce que je pense que le but ici n'est pas de nous former aux runes, mais de nous donner une première version, on va dire, de la chose, mais c'est extrêmement approximatif. Et là où je trouve que c'est vraiment, mais vraiment extrêmement dommage, c'est qu'on vient nous parler de la 25e rune, qui est weird. Alors, cette rune-là n'existe pas. Voilà. Et c'est là que je me dis que c'est les personnes à l'heure actuelle, dans le milieu ésotérique, veulent tous réinventer la roue. Soit ils veulent surfer sur un courant qui marche bien. Il y a un jour quelqu'un qui a dit qu'il y avait une 25e rune qui n'avait pas de symbolique, qui s'appelait Weird et qui était la 25e rune, celle de la destinée, tralala. Et plein de gens ont voulu surfer dessus. Soit il y en a qui veulent réinventer la roue en disant il y a une 25e rune parce que voilà, c'est un peu la carte bleue dans le Béline, c'est un peu la carte des miroirs, du miroir dans l'oracle des miroirs, justement, c'est un peu la carte the carte quoi, mais pas du tout, ça n'existe pas, il n'y a pas 25 runes dans les runes. Je peux vous le dire vraiment, les runes c'est un truc que je pratique depuis très longtemps. D'ailleurs, petite information, petite autopromotion, d'ici quelques jours, quelques semaines, je pense fin février au plus tard, sortira ma formation sur les runes Fusark. Donc les runes nordiques, qu'on appelle aussi vikings, mais en réalité c'est pas vraiment des runes vikings, c'est des runes nordiques globalement, qui va sortir. Donc je peux vous dire que j'ai fait quand même beaucoup de recherches sur les runes et je les pratique depuis très longtemps. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas de 25e rune, il n'y a pas de rune sans nom, et je vais vous expliquer pourquoi très facilement. Et faites vos propres recherches, de vraies recherches sérieuses, puisqu'en fait c'est un alphabet. Donc le mot Fusark, c'est pas un mot particulier, c'est exactement comme si on disait mon clavier c'est un AZERTY. En fait, Fusark, c'est les initiales des premiers noms des premières runes de la première Aète. C'est comme AZERTY pour le clavier européen, c'est le A, le Z, le E, le R, le T, le Y qui sont sur la première ligne. Fusark, ça veut dire ça en fait, c'est la même chose. Donc c'est un alphabet. Ce sont des glyphes anciens qui représentent un système d'écriture. Et on ne peut pas écrire une lettre invisible qui n'existe pas. Ça n'est pas possible. On peut pas, il n'existe aucun alphabet au monde où il y a des lettres invisibles. Cette rune weird n'existe pas, elle ne peut pas en faire partie parce que il n'y a que 24 symboles dans le Fusark. Fusark lui-même est dérivé en fait de notre système d'écriture qui serait d'origine étrusque. Donc, enfin, je veux dire, il suffit de faire quelques recherches globalement aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux pour se rendre compte qu'il n'existe pas 25 runes, mais bien 24. Et d'ailleurs, même, je vais aller encore plus loin parce que le mot rune voudrait dire qui se transmet oralement, qui se chuchote à l'oreille en fait. Donc comment transmettre à l'oreille par la voix quelque chose qui n'existe pas? En fait, partie de là, je me dis mais comment je peux continuer de lire cet ouvrage au bout de 24 pages où en fait j'ai déjà relevé tellement d'incohérences. Pour conclure, dernière chose, c'est que dedans on a énormément de rituels en fait qui demandent énormément d'achats. En fait, on nous parle dès le départ de respecter la nature et de trouver autour de nous ce dont on a besoin, mais en fait, à chaque rituel, on nous demande d'avoir 2 ou 3 pierres différentes, les 2 ou 3 pierres du mois de janvier, les 2 ou 3 pierres du mois de février. On nous demande aussi d'avoir des bougies, un coup doré, un coup argenté, un coup blanche, un coup rouge, un coup bleu. Donc en fait, ça fait beaucoup d'achats qui ne se trouve pas dans la nature. Finalement, c'est vouloir surfer sur un culte ancien qui ne nécessitait peu ou pas grand chose et encore moins de pierres, hein, parce que quand on nous parle d'aragonite, de sélénite, etc., la sélénite, globalement, elle est ramassée au Maroc. Dans les plus gros gisements se trouvent au Maroc. Les païens français, gaulois, n'utilisaient pas de sélénite. Il y avait pas de fournisseurs de sélénite qui venaient du Maroc pour ces pierres-là. Donc en fait, toutes ces pierres sont largement indispensables lors des rituels. Les bougies de couleur sont largement dispensables, pardon, et pas indispensables, sont largement dispensables au moment de ces rituels. En fait, il y a les 3/4 des trucs qu'on peut enlever. D'une part parce qu'ils ne sont pas locaux
et qu'on ne peut pas les trouver comme ça, parce que en plus il faut les acheter, et parce que en plus je ne pense pas, vraiment pas, très honnêtement, que nos ancêtres païens utilisaient ces produits-là, parce que tout simplement ça n'arrivait pas jusqu'à eux. Voilà, la sélénite était très certainement connue des Marocains depuis des milliers d'années parce que ils vivent sur un territoire où elle est disponible, mais très certainement que les Marocains n'utilisaient pas, par exemple, d'améthyste d'Auvergne. Enfin, voilà, c'est tout un tas de fausses croyances, de dysfonctionnements qui sont comme ça répandus et très répandus dans les pratiques actuelles parce que ça entretient ce côté mercantile, achat. Et aujourd'hui, la spiritualité et là, la religion, en l'occurrence, deviennent vraiment des produits de grande consommation. Donc ce qui me dérange, c'est pas de consommer ces produits, ce qui me dérange, c'est la démarche qui est faite pour finir par nous faire consommer ces produits. Voilà, j'arrête là parce que ça fait déjà très longtemps que je tourne. Je vais essayer maintenant de vous monter cette vidéo, et si vous la voyez, eh bien c'est que vous êtes arrivés jusque là et que moi j'ai monté la vidéo. Bref, je suis très contente, je vous fais de très gros bisous. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Tu sais que nos guides savent tout. Ils m'ont dit que t'étais pas abonné sur tous mes réseaux sociaux. Alors juste avant de quitter la vidéo, tu t'abonnes à mon YouTube et ensuite t'as plus qu'à aller t'abonner sur les réseaux qui sont affichés là. Allez, sans rancune, gros bisous, à très vite.